on a le temps de parler tranquillement. Et toi, les classes en asynchrone, ce sont des classes de contenu ou des classes de français? Ce sont des classes de contenu, c'est des cours magistraux que je dois donner. D'accord. Et puis, c'est un cours pour les premières années, pour les premières années. Et il y en a quoi? Il y en a 200 à peu près. Et puis, c'est vraiment la galère parce que si je dois faire ça en PowerPoint et je dois mettre du son dessus. Et puis, tout est en japonais, bien sûr. Et forcément, quand il y a 200 personnes qui veulent accéder au fichier, il y en a qui n'arrivent pas à voir le son, il y en a qui n'arrivent pas à ouvrir le document. Donc, C'est-à-dire que alors, tu partages des documents PowerPoint, le document lui-même est je, partagé? oui, oui, je le mets tu sais, sur le drive de l'université. Et puis, comme je suis pas très douée pour ces trucs, je pense que je me trompe un petit peu dans les manœuvres. Donc, il y a des gens qui arrivent à ouvrir, d'autres qui arrivent à ouvrir mais qui entendent pas le son. Enfin, donc c'est vraiment la galère. Quand il y a 200 personnes, tu as forcément, Hmm. en tout cas, une dizaine, voire une vingtaine de personnes qui t'écrivent pour dire ça marche pas, comment je dois faire. Donc, en dehors de la préparation des cours, c'est surtout ça, c'est le service après-vente, quoi, Ouais, qui est vraiment épuisant et j'en peux plus, quoi. d'accord. Ouais. D'accord, d'accord. Bah moi, PowerPoint, personnellement, je ne recommanderais pas parce que c'est pas sûr que les gens aient le logiciel, quoi. Ouais. Si on n'a pas le logiciel PowerPoint, je ne sais pas si on peut regarder de manière satisfaisante, hein. Moi je viens d'acheter un nouvel ordinateur et avant j'avais Word et Excel, etc. Et là, je Oui. l'ai plus. Oui. Et quand je reçois des documents Excel ou Word, j'arrive à les ouvrir vaguement, mais ça marche pas très bien en fait. Et je peux plus les Oui. modifier ni rien. Et tout à l'heure, j'ai ouvert un truc Excel et c'était complètement bizarre Oui. que j'ai pas le logiciel. Donc, dès qu'on envoie un document avec un logiciel particulier, si les gens n'ont pas ce logiciel-là, c'est sûr qu'il y aura des problèmes. Ben, Euh, en principe, les étudiants de Doshisha sont abonnés, enfin, ils ont gratuitement Office 365, donc qui comprend, mhm. et tu vois, tout ça, le Excel, Word et puis PowerPoint. Mais le problème, c'est en fait, c'est avant ça, tu as des étudiants qui n'ont pas la connexion Internet suffisante ou qui fonctionnent avec un téléphone portable vieille version. Enfin, et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas ouvrir le document, d'après ce que j'ai compris, hein. D'accord. Ma première réaction à ça, ce serait de dire, au lieu de passer par PowerPoint, passer plutôt par Google Slide, parce que c'est en ligne, c'est complètement en ligne, ça. Donc, c'est Oui, juste un lien. Il n'y a pas besoin d'avoir un logiciel quelconque. Et puis, on a les mêmes fonctions que dans PowerPoint, hein. Vraiment, c'est la même chose. Le son, j'ai eu des problèmes, moi, personnellement, avec ah bon, les sons sur les Google Slides d'Emmanuel Dalmad. Et il y a des gens qui disaient que ça marchait pas. Et puis, je sais pas à quoi c'était dû. Euh, oui, on a regardé sur un forum et à un moment donné, il était écrit qu'il y avait un problème général à Google, en fait. Donc, et qu'ils étaient en train d'essayer de le réparer. oui. Et j'ai eu des messages disant le son marche pas, le son marche pas. Et puis là, j'en ai plus. Donc, soit les gens ont abandonné, soit ça marche. Oui, Mais en tout oui, cas, Google Slide, c'est plus facile à distribuer que PowerPoint, ça c'est certain, à mon avis. Et, d'accord. et pour le son, si c'est pour le son, c'est quel type de son que tu veux distribuer? Bah, c'est ma voix, tu vois, j'explique, je donne mon cours en faisant défiler des Oui, oui. slides. Bah alors là, vraiment, ce que je te conseillerais, c'est de faire des petites vidéos, hein, tu peux garder ton PowerPoint si tu es habitué à PowerPoint plutôt que Google Slide, mais Oui, c'est exactement la même chose, hein. Vraiment, honnêtement, c'est la même chose. oui, Moi, je ferais Google Slide parce que comme ça, on peut partager les slides elles-mêmes sans problème. oui, Et puis, ce que je ferais, c'est que j'enregistrerai ces slides sur une vidéo. Et, oui, et puis, je mettrai cette vidéo sur YouTube. Et on va regarder maintenant comment faire ça, là, éventuellement. C'est d'accord. super, super facile. Ah Et bon, d'ailleurs, oui, d'ailleurs, j'ai un copain qui, là, j'ai préparé plutôt des trucs pour les cours de français avec du contenu de moi-je, mais bon, ça pourrait être un autre manuel, quoi.
plutôt dans une optique de français, mais j'ai un copain australien qui donne un cours de communication interculturelle Oui, et il a fait il doit faire des cours comme ça, pareil. Il y a 150 étudiants, quelque chose comme ça, quoi. En plus, c'est une série de 12 cours et lui, il doit en donner 4 au milieu, quelque chose comme ça. Enfin, bon, oui, voilà. Et il a fait un formulaire Google, en fait. Je vais oui. peut-être commencer par ça parce que sinon je risque d'oublier. Je vais vous le montrer. Alors, je lui ai suggéré d'utiliser le formulaire Google comme plateforme unique de Oui, de son cours, en fait, qui rassemble tout. Alors, oui, il a fait beaucoup d'étapes comme ça, c'est-à-dire qu'un formulaire Google, on peut le couper en, je sais plus comment ça s'appelle, en rubriques, en sections. Et donc, pour l'étudiant, il va falloir appuyer sur suivant, comme ça. oui, Et puis, donc là, je sais pas pourquoi il a fait ça. C'était bon, c'était pour qu'on prenne le temps de lire le titre peut-être correctement. Et puis, ce qu'il a fait, c'est qu'il a enregistré des petites vidéos comme ça. Euh, et puis, il les a mis dans le formulaire, tout simplement. Alors, il m'a dit qu'il avait un peu honte de montrer ça. Je lui ai demandé s'il a la permission de le montrer aujourd'hui, là, parce qu'il n'est pas natif de japonais. C'est un cours qu'il donne en japonais et il n'a pas eu le temps de faire vérifier tout ce qu'il fait. Donc, ses textes et ce qu'il dit à l'oral, ça n'a pas été vérifié. Ça a été fait dans d'accord. l'urgence. Oui, Mais bon, là, pouf, comme ça. はい、皆さん、こんにちは。グローバリゼーションと多様性の、第6週から、第10週を担当するリッチモンドです。Voilà. Bon, donc il va parler pendant 3 minutes exactement. C'est une bonne durée. Il introduit son sujet, là, je pense, parce que ça parle de communication interculturelle. Il introduit son oui, sujet rapidement. Ensuite, il donne une question et on répond ici. Tac. Ensuite, il a une autre étape qui est un texte d'explication, quoi. mhm, Je pense que c'était intelligent de diviser ça en écran comme ça, parce que comme ça, on prend le temps de lire, en fait. Donc, quand texte est un petit peu long, d'accord. il le divise encore. Et encore. Et puis là, en fait, ce qu'il a, ça, j'aurais pas fait pareil, mais apparemment, il a des contraintes administratives. Il est obligé de demander aux étudiants d'envoyer des documents Mhm, pour ces petits essais, là. C'est un essai de 500 oui, caractères. Moi, ce que oui, j'aurais fait, c'est j'aurais plutôt fait une section du formulaire où il y a une réponse longue. Et donc, les étudiants auraient pu taper directement en dessous, quoi. Ça me paraît beaucoup plus efficace. Mais il avait peut-être une contrainte administrative, en fait. oui, Hop, ça se continue comme ça. Là, pareil, moi, j'aurais fait une réponse longue. Et en fait, avec ça, on a tout le cours dans un formulaire. Et hop, on envoie. ah, Et lui, il reçoit toutes les réponses. Toutes les réponses directement. Donc, ça veut dire d'accord. sa plateforme de cours, c'est son formulaire. Il y a tout dedans. Et y compris les petites vidéos. Comme Oui, on peut intégrer des vidéos dans un formulaire Google, on enregistre la vidéo avec le PowerPoint et une petite lucarne. Lui, là, il n'a pas eu le temps, en fait. Je pense qu'il n'a pas eu le temps de faire un PowerPoint, hein. Donc, c'est pour ça oui, qu'il n'y a que lui qui parle et blablabla, il explique un petit peu son truc. Mais si tu as le temps de préparer un PowerPoint, c'est encore mieux, quoi. On va regarder un petit peu comment faire ça tout de suite, là. en fait, le truc, oui, justement, le PowerPoint avec la petite lucarne, là, je sais pas comment on fait. Est-ce que quelqu'un sait? Bah, moi, je sais, ouais. Oh, Est-ce que les Zehi, Zehi. Oui. Est-ce que vous avez fait ça, Madame Sibata est-ce que vous faites des petites vidéos ou pas? Pas encore. Non? Ok. D'accord. Et Chloé, tu en fais ou pas? Oui, j'en ai fait avec un autre professeur. On a fait des vidéos pour les premières années, Ouais. mais c'est des vidéos à part avec le matériel pédagogique. Genre, je fais un PDF où Hmm. je cite à chaque fois, je mets des liens sur la vidéo. Mais hélas, il n'y a pas tout dans la vidéo, il n'y a pas de slide, D'accord. juste des sous-titres.
Ok. Et c'est fait avec quel logiciel cette Je vidéo? ne saurais pas dire puisque c'est mon Ah, ok, donc c'est compliqué. Alors, collègue qui s'en occupait. Oui. je pense que en 2020, il y a des trucs super simples que n'importe qui peut utiliser, donc vraiment. Et on peut se familiariser avec en 1 heure. Il faut prendre 1 heure, quoi, disons. Au bout d'1 heure, on a compris comment ça marche. Moi, j'utilise un logiciel qui s'appelle Screencast-O-Matic. Je vais vous partager mon écran et je vais vous montrer comment je fais, en fait, tout de suite, là, maintenant. Hop. Alors, voilà, c'est Screencast-O-Matic. J'ai payé pour le plan. Il y a un plan gratuit, mais les plans gratuits, c'est toujours pas super, en fait. Donc, moi, j'ai pris le premier plan payant et j'ai payé pour 3 ans. Il y avait une réduction. J'ai payé 45 $ pour 3 ans. Ça me paraît très raisonnable. Alors, et puis ici, bon, il faut s'habituer à des petits trucs, hein, mais c'est pas le seul. Mais j'ai lu des bonnes choses sur ce truc. Moi, je trouve que ça marche bien. Ça marche toujours bien pour moi. Il faut se familiariser avec quelque chose, par exemple, c'est que pour entrer dans le logiciel, il faut commencer par le navigateur. Donc là, je suis sur le site de Screencast-O-Matic. Je suis logué en tant que moi-même. Et c'est là que je lance l'enregistreur ou l'interface pour faire du montage. Et moi, je ne suis pas un fan du montage, hein, donc je fais vraiment les choses les plus simples. Voilà, alors j'ai cliqué sur ça, et moi j'ai une lucarne qui s'est ouverte, et je ne sais pas si vous la voyez en fait dans Zoom. Non, Vous la voyez pas, ok, parce que non. j'ai pas encore compris. Alors ça c'est un truc, c'est un problème technique avec Zoom. Je ne sais pas comment partager tout mon écran. Je sais partager que des fenêtres. Donc là, j'ai partagé la fenêtre de mon navigateur Chrome. Et il y a une autre fenêtre qui s'est ouverte, c'est la fenêtre du logiciel de Screencast. Bon, bref, si quelqu'un trouve comment faire, moi, je n'ai pas trouvé encore cette solution. J'aimerais bien pouvoir partager mon écran avec tout ce qui se passe sur mon écran, c'est-à-dire quand j'apporte une autre fenêtre sur l'écran, qu'on puisse le voir et tout. Mais je n'ai pas trouvé comment faire pour l'instant. Alors, je vais devoir vous décrire et puis je vais vous montrer ce que je fais et je vais vous montrer les résultats juste après. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est un peu invisible pour l'instant. Mais pour l'instant, ce qui s'est ouvert là, il y a une espèce de petite fenêtre comme ça, qui est la zone de capture que je vais enregistrer sur mon écran. Et puis, j'ai une petite fenêtre avec les paramètres et je peux choisir soit d'enregistrer l'écran, soit d'enregistrer la webcam seulement, soit d'enregistrer les deux. Alors, je clique sur les deux et je vais tout de suite faire un petit essai avec un slideshow de Moi Je Communication. Alors, je mets ça où il faut. Enfin, je veux dire, je peux ajuster exactement la zone de capture. Donc, je l'ajuste à mon slideshow. Je peux garder dans mon slideshow la barre latérale avec toutes les petites icônes pour pouvoir me repérer facilement. Je n'ai pas besoin de mettre en plein écran, en fait. Mais là, j'ai choisi ma zone de capture pour être exactement la zone du slide. Normalement, ça devrait être propre. Et j'ai ma petite webcam qui est dans le coin à droite. Alors, j'appuie sur Enregistrer. Voilà, j'ai un compte à rebours. 3, 2, 1, allez-y. Alors, je peux commenter comme ça. Alors, par exemple, aujourd'hui, on va... bien sûr, si je donnais un cours pour les premières années, je le ferai en japonais, hein, mais on va voir un verbe régulier qui est travaillé, donc tatati tatata, etc. Attention à la prononciation, tiens, nanana, nanana. Je fais défiler mes slides et je commente, comme si je faisais mon cours en fait, mais là, comme j'ai le son qui va peut-être marcher, ouais, il marche, je vais le jouer. Tu travailles?
Est-ce que vous travaillez? Oui, je travaille dans un café. Oui, je travaille à la cafétéria. Voilà. Etc., etc. Quand j'ai fini, j'appuie sur finir. Et là, j'ai un nouvel écran que je vais vous montrer. Maintenant, je peux vous montrer l'autre écran. Nouveau partage. Hop, ça. Voilà. Alors là, vous voyez, je pense, un nouvel écran où il y a écrit saisir le nom de l'enregistrement. Ouais. Oui. Donc là, c'est screencast-o-matic. J'ai donc fini mon enregistrement que j'ai fait en direct avec vous là maintenant. Et puis j'ai cliqué sur arrêter, fini, quoi. Et maintenant, je peux soit publier la vidéo telle qu'elle, soit en général, ce qui se passe, c'est qu'au début, il y a une petite zone de flottement. Donc, on coupe le début, par exemple, ou bien on coupe la fin. Moi, c'est uniquement ça que je fais. Je ne fais pas de montage plus compliqué que ça. Déjà, il faut lui donner un nom. Donc, on va dire essai, comme ça. Voilà. Et puis, je vais vérifier. Allez-y. Alors, je peux commenter comme ça. Alors, par exemple, voilà. Alors, admettons que je ne veuille pas le début comme ça. Je vais faire couper. Ça veut dire que ça va sélectionner tout depuis le début jusqu'à ce point-là. Quand je fais OK, ça le coupe tout de suite. Donc ça prend vraiment une demi-seconde de faire ça. Hein. Je pourrais faire la même chose pour la fin. Et puis quand c'est fini, je clique sur Fait, comme ça. Et le logiciel me demande si je veux mettre ça sur YouTube. Alors je vais dire, bah ouais. Hop. Je choisis mon compte sur YouTube. Alma Publishing, j'en ai deux en fait de comptes. J'ai créé des petites vidéos pour les formulaires de Moi-Je et de Active Nimanabu Flotsobubumpo. J'ai créé une deuxième chaîne. Bon, allez, je vais choisir celle-là. Tiens. Et puis, je dois choisir si c'est listé pour le monde entier ou non. Je vais dire non listé. Parce que ça ne m'intéresse pas qu'on puisse trouver cette vidéo sur YouTube. Je préfère la distribuer moi-même avec le lien. Hop, je vais publier. Est-ce que vous voyez cette nouvelle petite fenêtre qui s'est ouverte, Oui. publier sur YouTube? Oui. Ouais, Oui. c'est bon. Donc c'est en train de publier là. Ça encode, c'est en train de télécharger. Dans une minute, ça va être. Ah, il y a Madame Mizuno qui nous a rejoint. Bonjour Madame Mizuno. Bonjour. 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 Voilà. Vous voyez, c'est fini. C'est sur YouTube. Copier le lien. Je clique ici, c'est copié. Et maintenant, bah voilà, j'en ai plus besoin, c'est fini. Vous voyez, j'ai d'autres vidéos comme ça que j'ai déjà traitées. Cette vidéo, elle est ici, elle a un nom, hein, c'est essai. Je vais revenir maintenant à mon partage. Et en fait, je ne sais pas si vous savez ça, mais il est possible de changer de fenêtre. Ce n'est pas la peine d'arrêter le partage et de reprendre le partage avec une autre fenêtre. On peut cliquer dans le menu flottant sur Nouveau partage. Voilà. Alors, je suis revenu dans mon navigateur. Et maintenant, je vais vous montrer un formulaire que j'ai là. Est-ce que vous voyez bien le formulaire de Moi J'ai Communication Leçon 4 hein? Ouais, c'est bon. Oui. Non, ce n'est pas une question que je devrais mettre. Si je veux mettre cette vidéo dans le formulaire, je vais mettre plutôt ça. Ajouter une vidéo. Je clique ça. Je dois mettre mon adresse de YouTube. Alors, comme je viens de la copier à l'instant, là, je l'ai déjà. Chercher. Et ça trouve, évidemment, parce que voilà.
En fait, YouTube appartient à Google, je pense. Donc, évidemment, ils sont... voilà, je sélectionne, sélectionner, et ma vidéo, elle est là. Je trouve que ce n'est pas assez grand, je peux agrandir un petit peu. Et si je regarde ce que ça donne au niveau des étudiants, je peux commenter comme ça. Alors par exemple, aujourd'hui on va... bien sûr, si je donnais un cours pour les premières années, je le ferai en japonais, hein, mais on va voir un verbe régulier qui est travaillé, donc tatati tatata. Vous voyez, il y a même ma souris qui a changé d'aspect, c'est un petit rond jaune, là, etc. Attention à la prononciation. Travailler. Oui, je travaille dans un café. Le son n'est pas super, là. Oui, je travaille à la cafétéria. Alors là, j'ai dû faire, probablement, il y a un setting, parce que manifestement, le son sortait par mon haut-parleur de l'ordinateur et rentrait à nouveau par le micro. Donc, j'aurais dû sélectionner un setting. Ça doit être un setting du logiciel de Screencast, en fait. Normalement, dans le logiciel de Screencast, j'aurais dû probablement choisir... Alors, on va regarder à nouveau, tiens. Vous voyez ici, par exemple, si je voulais faire une autre vidéo, je clique juste sur enregistrer. Et là, peut-être que vous voyez... Est-ce que vous voyez cette fenêtre qui est là? Ou pas? Non, c'est tout blanc. C'est tout blanc, ok. Donc, c'est pas possible de montrer cet enregistreur. Mais en fait... Non, je sais pas comment faire. Il faudrait que je trouve le setting. J'ai pas envie de chercher maintenant, là. Oui. C'est pas très intéressant. Simplement, il y a un réglage qui fait qu'on est, comment dire, qu'on prend à la fois la voix de la personne qui parle et puis le son de l'ordinateur. Si on a les deux, je pense que le son que j'ai joué avec mon Google Slide, il aurait été plus clean. Parce que là, ma voix, elle est bonne, mais le son, là, il est mauvais. Voilà. Excellent. Ok. Donc, l'idée, c'est ça, quoi. On peut faire une vidéo comme ça en vraiment en autant de temps que ça prend pour dire le texte qu'on a envie de dire, quoi. Et la vidéo, la mettre sur YouTube, ça prend très peu de temps aussi. On peut créer une chaîne YouTube très facilement. Ça prend 1 minute pour créer sa chaîne YouTube. C'est un peu plus long quand même. Là ça a duré 1 minute. Donc le temps que ça a pris pour traiter la vidéo et la mettre sur YouTube, c'était vraiment rapide. Quand je fais la même chose avec les ateliers là, que j'ai fait récemment sur Zoom, c'est 1 heure, ça prend longtemps quand même. Parce qu'une heure de vidéo, c'est assez énorme en fait, comme en termes de poids. Mais de toute façon, je pense qu'on n'a pas intérêt à faire des vidéos de 1 heure. Enfin, ça dépend. Ça dépend. Moi, je suggérerais, même pour un cours magistral, d'utiliser la stratégie de mon copain, là, Steven, c'est-à-dire de faire plusieurs étapes et d'avoir une vidéo, une tâche, une vidéo, une tâche, plutôt que une grande vidéo de 1h30, quoi. Voilà. Mais bon, il faut savoir que quand même, si on fait une vidéo de 20 minutes, ça va extrêmement vite pour faire la vidéo. Et après, on appuie sur mettre sur YouTube et tout. Mais le temps que ce soit complètement traité et mis sur YouTube, là, il va se passer quand même un certain temps parce que le volume de données est assez important, quoi. Mais c'est pas grave, si on fait ça la veille, on le lance et puis voilà, quand c'est fini, c'est fini.
Ce qui est important, par contre, c'est que le travail du prof, il est vraiment réduit, quoi. Il est vraiment réduit et ça marche à tous les coups. Après, on a une vidéo YouTube, donc un lien pour une vidéo YouTube et puis ça marche. Et c'est protégé, enfin j'entends, personne ne peut recopier ou imprimer le document PowerPoint. Parce que moi, ce qui s'est passé quand j'ai donné mon cours, c'est Ouais. que comme je m'y suis prise un petit peu au dernier moment et je ne pensais pas avoir tous ces problèmes, j'ai pu protéger le document pour pas que les étudiants puissent le modifier. Mais en revanche, ça pouvait circuler n'importe où. Ils pouvaient le copier, l'imprimer, tout ça. Et bon, j'ai pas spécialement envie que. Enfin, il n'y a rien de compromettant, mais j'entends, j'ai pas spécialement envie que le contenu de mes cours soit vu par les parents des étudiants ou par d'autres personnes, quoi. Donc, est-ce que Là, sur YouTube, c'est protégé? C'est juste pour voir, quoi. Ben, sur YouTube, donc il y a le setting, je ne sais plus comment ça s'appelait là, où c'est disponible sur YouTube, mais on peut pas le trouver en cherchant sur Internet. Oui. Lien répertorié, je crois. C'est ça. Non répertorié. Oui. Donc ça veut dire que pour trouver cette vidéo, il faudra que quelqu'un donne le lien. D'accord. Donc c'est le prof qui distribue ce lien en le copiant dans Moodle, Oui. Manaba, etc. Oui. Et puis si on n'a pas le lien, on ne trouvera jamais la vidéo. D'accord. Bon, alors, si on veut, éventuellement, on peut retirer la vidéo de YouTube par la suite. Hein. On dit, vous avez une semaine pour regarder cette vidéo, et dans une semaine, elle ne sera plus disponible. Oui, oui. C'est possible de mettre. Oui. On fait ce qu'on. Parce qu'en fait, il y a un troisième setting sur YouTube qui est privé. C'est-à-dire que là, il n'y a carrément que soi-même qui peut accéder. Donc, on peut changer le statut de la vidéo, je pense, sur YouTube. Il y a public, c'est n'importe qui peut la trouver en faisant une recherche, s'il y a des mots-clés compréhensibles. Non répertorié, c'est le truc standard pour les cours, je pense. Et puis privé, ça veut dire qu'il n'y a que l'auteur de la vidéo, le titulaire du compte qui peut y accéder. Donc, il suffit c'est même pas la peine de supprimer la vidéo sur YouTube. On peut changer le statut. Et du coup, les autres ne pourront plus du tout y accéder, mais on la garde si jamais on voulait la réutiliser l'année prochaine, par exemple. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité. D'accord. Voilà. Par ailleurs, ça m'étonnerait que ça intéresse beaucoup de gens de... Oui, non, je sais. Voilà, donc moi je vous conseillerais de vous procurer un logiciel comme ça, hein. Screencast-O-Matic. L'interface, elle est complètement en anglais, donc ça c'est, si on ne maîtrise pas l'anglais, c'est un peu embêtant. Enfin non, on peut mettre... Non, c'était en français là, ce que tu nous as montré, c'était en français. C'était en français, mais je veux dire l'interface du site, etc., c'est en anglais. Et puis, quand on met l'interface du logiciel lui-même en français, c'est pas super. La traduction est mauvaise, carrément. Par exemple, il y a écrit fait au lieu de fini. C'est la traduction de done. D'accord, done. Done en anglais, ça veut dire c'est fini, quoi. Voilà. Et il y a une autre traduction qui est complètement mauvaise, quoi. C'est un faux ami. Mais bon. C'est pas grave, honnêtement, c'est pas vraiment dérangeant, quoi. Et puis ça coûte pas très cher. Ça permet de faire un enregistrement hyper rapide, un petit montage hyper rapide. Enfin, moi, je me contente de couper le début et la fin, quoi, pour que ce soit plus clean. Ça commence tout de suite, boum, comme ça, quoi. Parce que souvent, on est un peu là, oh là, elle est où ma slide, on hésite un peu, quoi. Et ça prend une seconde, vraiment. Et puis après, un troisième clic, et puis on met ça sur YouTube et c'est terminé. Et après, donc, le lien YouTube, on peut en faire ce qu'on en veut.
Je vais partager mon écran à nouveau. Ah zut. Alors ça c'est encore un autre truc. Vous voyez je peux commenter comme ça. Alors par exemple, aujourd'hui on va voilà. Bon. Bref, donc cette adresse qui est ici, vous pouvez la copier dans Manaba, dans Moodle, dans un formulaire Google. C'est très bizarre, je ne sais pas pourquoi. Je suis un peu perdu dans mes... Excusez-moi, je vais arrêter le partage. Là, je suis un peu perdu dans mon navigateur. Ah, zut, alors, pardon, j'ai un petit problème technique. Ah, voilà, c'est ça. C'est très bizarre. J'avais plusieurs fenêtres de Chrome qui étaient ouvertes en même temps et je ne retrouvais plus la bonne. Bon, ça y est, je me suis retrouvé. Je me suis retrouvé. Est-ce que vous avez des questions sur cette histoire de vidéo? Non. Non. Non, c'est facile en fait. Hein. On n'y pense pas tout simplement. Quoi. Moi, j'avais entendu parler de logiciels de screencast comme ça. Ça fait longtemps que je me disais j'aimerais bien essayer un jour et tout. Et puis j'ai jamais fait. Puis là, comme c'est nécessaire maintenant, je l'ai fait. Et c'est vraiment, vraiment facile. Est-ce que tu as testé d'autres logiciels? J'ai testé un peu la version gratuite de Screencastify, qui est un plugin de Chrome. Et je crois que c'est plus ou moins la même chose, en fait. Mais comme j'ai lu plusieurs bonnes choses sur Screencast-O-Matic, je me suis dit, je vais en choisir un et apprendre comment ça marche, et après, je ne bouge plus. Quoi. En fait, Screencast-O-Matic, il a pas mal de fonctionnalités, donc je me suis dit, peut-être un jour, je voudrais l'utiliser. Notamment, il y a le processus inverse qui paraît vraiment très bon, qui est quand on veut faire un tutoriel qu'on prépare à l'avance, qu'on prépare bien, quoi. On écrit d'abord le texte de ce qu'on veut dire. Ensuite, on enregistre l'audio avec une bonne vitesse, une vitesse qui est juste la bonne pour dire quelque chose, quoi. Et en troisième, une fois qu'on a fait l'audio, on fait le côté vidéo. C'est-à-dire, pendant que l'audio est en train de jouer avec le logiciel, on déplace sa souris et on ouvre les écrans, etc. Donc là, c'est ça qui permet de faire des tutoriels vraiment hyper bien comme ils sont faits. On voit des fois des tutoriels qui sont très, très bien faits. Parce que le processus est inversé, en fait. On part de la vitesse naturelle de lecture et on va vers la vidéo. Mais j'ai jamais fait ça non plus. J'ai jamais fait ça parce que ça demande du temps. Et puis, c'est le processus idéal pour faire un tutoriel. Je pense que si un jour je dois faire un tutoriel vraiment bien,
j'utiliserai cette manière, cette procédure-là. Mais là, concrètement, ce que je fais, c'est plutôt comme maintenant, des ateliers, quoi. Donc, j'ai pas envie de me compliquer la vie. Et je pense que la bonne attitude pour ce genre de choses, c'est de trouver une procédure simple qui va vite, plutôt que d'aller dans le sophistiqué. Ouais. Il faut qu'on puisse faire ça vraiment en 2 minutes, et puis qu'on ait l'habitude. Et puis après, quand on a l'habitude, ça va vraiment super vite. Copier, coller, touk, 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 fini. C'est ça l'objectif. Ça permet de gagner du temps, et puis ça permet aussi de couper aussi en petits morceaux, enfin en morceaux plus petits. Donc d'avoir des vidéos plus digestes. Une fois qu'on s'est débarrassé de la difficulté technique, on peut un peu plus se concentrer sur le contenu, c'est-à-dire, encore une fois, je pense que on ne peut pas adopter la perspective de professionnel de la vidéo. Ce n'est pas notre travail. Nous, on est des enseignants, donc il faut qu'on enseigne. Mais simplement, on peut se concentrer un peu plus sur le fait d'enseigner. C'est-à-dire, on a les choses qu'on veut montrer, et puis on peut bien avoir un bon rythme. Et puis, juste, pour moi, la chose à garder à l'esprit, c'est de faire pas trop long, si possible. C'est pas la peine de viser, si on a un cours de 90 minutes, 90 minutes de vidéo, c'est beaucoup trop long à mon avis. Tout le monde va décrocher, en fait. C'est quelque chose dont je me suis rendu compte un peu quand j'ai fait Moi, ça fait longtemps que je fais de la vidéo, en fait. Jamais du côté technique, mais j'ai quand même fait pas mal de vidéos, en fait, dans ma vie. Et ça m'est arrivé de montrer des vidéos de classe dans des ateliers pédagogiques, hein, pendant les RPK ou bien Doppio, ou ce genre de rencontres pédagogiques, quoi. Et je me suis aperçu que les gens regardent pas les vidéos que je montre. Enfin, ils commencent à s'embêter au bout de vraiment très très peu de temps, quoi. Parce qu'une vidéo de classe, c'est pas sexy, quoi. C'est lent. C'est complètement amateur, quoi. C'est pas fait. C'est fait pour donner une petite image, en fait. Et malgré le fait que j'étais en train de parler à des collègues dans une salle, ils s'étaient déplacés spécialement pour voir mon atelier, etc., quoi. Je voyais, je regardais mon public, quoi, et je voyais les gens qui, au bout de 30 secondes, ils commençaient à regarder ailleurs et puis à penser à autre chose, quoi. Et ça m'a fait un déclic, en fait. Je me suis rendu compte qu'on est habitué de nos jours, quand on regarde la télévision ou Internet, les montages sont extrêmement rapides. La télévision, c'est incroyable. C'est 1 seconde, 2 secondes. Ça n'arrête pas de changer, quoi. Il y a des sons, les images bougent, etc., etc. Donc, quand on voit quelque chose de statique, on n'a plus l'habitude. Et en fait, on s'endort assez rapidement ou on pense à autre chose assez rapidement. À moins que ce soit vraiment un truc fondamentalement important, quoi, extrêmement bien dit et dont on a vraiment besoin, quoi. Mais quand on est un étudiant d'université, encore une fois, la relation avec ses cours, elle n'est pas de cet ordre-là, quoi. Elle est plutôt je vais faire de mon mieux. Donc, je ne pense pas qu'on ait intérêt à faire des choses sophistiquées. Il ne faut pas aller dans la direction des professionnels de la vidéo. Il faut juste se dire, faisons au plus court, quoi. Si je peux dire un truc que en live, je le dirais en 1 demi-heure. Si je peux le dire en 10 minutes, bah, tant mieux, c'est mieux. Ce sera vraiment mieux, à mon avis, en termes de ce qui sera transmis, effectivement. Et puis, par contre, ce qu'on peut faire, c'est essayer de... Enfin, ce que je voulais suggérer, en fait, dans cet atelier, c'était de proposer pour chaque classe asynchrone un déroulement qui comporte plusieurs vidéos et plusieurs tâches. Je vais vous partager à nouveau mon écran. Voilà. Alors là, c'est mon document de classe, c'est mon document d'atelier, pardon.
que je vais d'ailleurs vous partager tout de suite parce que je vais oublier. Bon, il n'est pas très intéressant, en fait, je dois dire. Mais je vais vérifier que j'ai bien les bons settings de partage. Avec ce lien, tous les internautes peuvent consulter l'élément. OK, c'est bon. Donc, si je vous envoie le lien, vous allez pouvoir l'ouvrir. Je fais copier ça. J'arrête le partage pour vous envoyer ça. Hop, et je vous ai envoyé le lien. En fait, je fais ça. Il n'est pas très intéressant, le handout d'aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de liens dedans. Mais c'est également pour montrer la procédure, quand même, rappeler la procédure. Que envoyer un document Google, c'est bien, quoi, que ce soit le handout d'un atelier, comme maintenant, ou bien le document d'un cours en live. Même un cours en live, en fait, c'est bien que les étudiants aient une trace écrite, quoi, enfin, et un document qui rassemble un petit peu les choses. Et en fait, la logique, je pense, c'est la même pour les cours asynchrones, c'est-à-dire que j'imagine qu'un cours asynchrone, on le distribue avec un espace comme Moodle ou Manaba au départ. Donc moi, ce que je suggérerais, c'est de mettre dans cet espace-là, de mettre le lien vers un document Google ou un formulaire Google éventuellement, si vous adoptez la stratégie comme mon copain Steven, là, où il y a tout dans le formulaire. C'est un peu extrême comme stratégie, mais c'est une bonne stratégie quand même. Hein. Et ben vous mettez le lien du formulaire. Et puis c'est tout. Les étudiants cliquent dans le formulaire, ils sont dans le formulaire, ils voient ce qu'ils doivent voir. Il y a une vidéo, il y a un texte, et puis ils répondent à des petites questions, des questions courtes, hein, qui sont plutôt destinées à éveiller la curiosité ou commencer à réfléchir. Et puis ils répondent aussi à des questions longues, où on leur demande d'écrire un petit paragraphe, quoi. Et puis à la fin, ils vont page par page, et à la fin, ils cliquent sur envoyer. Et ça y est, ils ont suivi tout le processus de cours, quoi. Et le prof, il a reçu quelque chose. Donc, c'est quand même une stratégie intéressante de faire ça. Et une autre stratégie, c'est de dire on passe par un document Google, comme le handout que je viens de vous envoyer, quoi. Et dans ce document, il y a des liens pour différentes choses. C'est comme vous préférez. Moi, je suis plus habitué aux documents Google, donc j'ai plutôt tendance à aller dans cette direction-là, mais c'est assez indifférent. Enfin, c'est indifférent. Voilà, donc imaginons que ça, ce soit le document que vous distribuez à votre classe. En fait, en l'occurrence, ici, il y avait la description au début. Mais vous pourriez très bien créer un document spécifique, hein, qui s'appelle la classe de mardi 2 de tel jour, quoi. Et puis dedans, vous avez le contenu du cours. Et puis, ce que je mentionnais juste avant, c'était d'avoir une petite vidéo, une tâche, une deuxième vidéo, une deuxième tâche, etc. Alors, par exemple, pour la première vidéo, eh ben, ça y est, je peux mettre le lien de ce que j'ai fait là. Bon, c'est pas une vraie vidéo, mais hop, voilà, c'est bon. Vous voyez ici, j'ai le lien qui marche. Je peux commenter comme ça. C'est un peu... effectivement, la stratégie du formulaire Google est quand même plus efficace parce que on a tout dans le même espace. Alors que là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand j'ai cliqué dans le lien, il y a un autre... Je peux commenter comme ça. Donc, quand on est sur un smartphone, c'est peut-être pas évident de revenir là où il fallait au départ. Je ne suis pas sûr. En fait, moi, ce que je pense que je ferais, si je préparais un cours comme ça, c'est que je ferais mon travail préparatoire dans le document Google. Parce que là, vous avez une vision d'ensemble, en fait. Vous avez tous vos liens, vous avez tout qui est prêt. Et puis après, quand j'aurai fait mon contenu comme ça, je le transformerai en
en formulaire comme ça. Ou comme ça. Voilà. Alors, je reviens sur mes petites notes quand même. Ça, c'était des notes que j'avais prises pour ne pas oublier. Ouais, donc on peut utiliser les slides, on peut utiliser le flipbook. Si j'avais voulu faire une bonne vidéo sur une leçon de moi-jeu, je pense que j'aurais montré le flipbook d'abord. Je vais quand même... En fait, quand le logiciel de screencast il est bien en place, il suffit de préparer ces tabs, comme ça, et puis ensuite on peut naviguer entre différentes choses. Donc je pense que j'aurais commencé ma petite vidéo de screencast en disant aujourd'hui on va voir le manuel page 12, c'est la leçon 1, et aujourd'hui on va faire le point 1 et le point 2 jusqu'ici. Et puis après, je serais allé, je pense, dans le slideshow pour avoir un peu plus de précision en fait pour mon screencast. Voilà, je vais les fermer là parce que... Alors, donc j'aurais fait une première vidéo avec une première partie de mon cours. Et puis, donc dans le cadre d'un cours asynchrone, il faut bien que je me rappelle le contexte. On n'a pas de feedback, on n'a rien du tout. On ne peut pas faire d'interactif, c'est très dommage, mais on peut quand même donner des tâches. Alors, une tâche possible, là j'ai prévu de vous parler de plusieurs tâches possibles, de 2 tâches en fait. Un formulaire en ligne avec des choses particulières, mais ça recoupe un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Et puis Flipgrid éventuellement. Je vais quand même revenir au Flipbook. Vous voyez, par exemple, ici, dans mon jeu, il y a une étape de pratique orale mécanique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a expliqué cette structure ici, on demande aux étudiants de mettre le féminin, d'écrire le féminin des adjectifs, et puis enfin, on leur demande de faire une pratique orale à 2. Et c'est une pratique orale mécanique. Moi, j'appelle ça comme ça. C'est pas très mignon comme nom, mais ça dit bien ce que ça veut dire. À savoir que les étudiants, normalement, ils font ça par paire. Il y en a un qui pose la question, est-ce que tu es japonais? Le deuxième répond, oui, je suis japonais. Et ensuite, le deuxième pose la même question. Et le premier répond, non, je ne suis pas japonais. Donc, ça permet de pratiquer la négation aussi. Pourquoi c'est mécanique? Parce que on demande aux étudiants d'utiliser le vocabulaire comme ça, dans cet ordre-là. Donc, c'est vraiment comme des gammes de piano, hein, c'est bête et méchant. C'est pour se mettre en bouche le vocabulaire plus les structures comme ça. Donc, quand ils sont à 2, quand on a un cours en live, on va pouvoir les mettre dans des salles de conférence par 2 et on leur demande de faire ça. Et ils peuvent le faire comme dans une classe normale. En fait. Et puis, si on est en asynchrone, moi, ce que je suggérerais, ce serait de demander aux étudiants d'enregistrer ça tout seul. C'est pas super marrant, mais c'est un entraînement comme un autre. Hein. Est-ce que tu es japonais? Oui, je suis japonais. Non, je ne suis pas japonais. Est-ce que tu es français? Non, oui, je suis français. Non, je ne suis pas français. Est-ce que tu es chinois? Etc. Et puis ensuite, on passe au féminin. Est-ce que tu es japonaise? Est-ce que tu es française? Etc. Et je pense que je leur demanderai à ce moment-là de faire ça sur Flipgrid, dans le cadre d'un enseignement asynchrone. Mais dans un enseignement synchrone, ça pourrait être une tâche de devoir, je pense aussi. Alors, Flipgrid, j'en ai parlé dans mes derniers ateliers. Je vais revenir un peu dessus, là. Vous voyez ici, ça c'est mon compte. C'est mon compte de Flipgrid, Bruno Vagneux. Et j'ai créé 2 grids. Alors,
Les grids, ce sont des espaces, en fait. Donc là, j'en ai créé un pour les profs d'anglais et un pour les profs de français. Je pense qu'une bonne stratégie, ce serait de créer un grid par classe. Un grid, en fait, c'est le nom qu'ils utilisent. Hein. Ça veut dire un espace, en fait. Un espace commun à un groupe. Donc, c'est un petit peu comme sur Moodle, quand on a un espace de classe. Hein. Pour la classe de mardi 2, bon, voilà, c'est un peu pareil. Là, je ne vais pas en créer un nouveau. Je vais revenir dans celui que j'avais créé pour les profs de français, hein, pour ce genre d'atelier. Et vous voyez qu'il y a déjà 2 sujets de topics qui existent. Et je vais en créer un nouveau pour cette tâche particulière. Donc, je suis dans le cadre d'un grid particulier pour un groupe particulier. Et là, je vais créer une tâche pour ce groupe. Alors, on va appeler ça pratique orale mécanique. Moi, page 12, c'était, je crois. Ici, je vais leur écrire le plus précisément possible ce qu'il faut faire. Et puis, en fait, je peux même enregistrer une vidéo pour leur dire ce que je veux qu'ils fassent. Et ça va vraiment vite. Hein. Vous voyez, par exemple, là. Est-ce que vous voyez la petite fenêtre qui s'est ouverte, là? Oui. OK. Donc, si je voulais faire ça comme ça sur le vif, sans m'embêter, je ferais comme ça. Voilà. Alors, les étudiants, je voudrais que vous fassiez la pratique orale mécanique de la page 12. Donc, on a déjà fait ça, on n'a pas fait ça ensemble. Vous allez faire les 2 rôles, en fait, les questions et les réponses. Vous pouvez écouter la piste audio qui est dans les boîtes de vocabulaire pour savoir bien comment on prononce étudiant, étudiante, français, française, etc. Et puis, je vous demande d'enregistrer ici sur Flipgrid toute la série dans l'ordre, s'il vous plaît. Et moi, je vérifierai que vous avez bien fait ça et je vous mettrai une note. Voilà, alors les étudiants, c'est bon. Un selfie. Hop, complete. C'est bon. Donc là, j'ai fait une petite vidéo sur le vif, comme ça. Ce que j'aurais pu faire également, qui aurait été plus efficace, mais qui m'aurait demandé un tout petit peu plus de temps, ça aurait été de faire une vidéo avec mon logiciel de screencast de tout à l'heure. Et là, j'aurais pu montrer le manuel de manière plus claire, quoi. J'aurais montré exactement, vous voyez, dans la page 12, regardez ce truc-là, et vous remplacez les mots comme je vous ai montré un petit peu, quoi. Et il y avait une, je suis plus dans cet écran-là, mais l'écran d'avant, j'avais le choix entre enregistrer une vidéo, ce que je viens de faire là, ou bien uploader une vidéo. Et donc, si j'avais cliqué là-dessus, j'aurais pu mettre mon lien de la vidéo YouTube, en fait, d'une vidéo YouTube que j'aurais créée avec mon logiciel de screencast. Et ça aurait été encore mieux que ça, je pense. Avant de cliquer sur ça, je vais vous montrer qu'il y a ça, ce choix-là qui permet de garder les vidéos cachées jusqu'à ce que vous les activiez. Alors ça permet de résoudre les problèmes de privacy, hein, bien de Hazukashi, etc., etc. Vous cliquez ça comme ça, et du coup, ça veut dire que vos étudiants qui vont répondre à votre vidéo, en enregistrant eux-mêmes une vidéo, elle ne sera pas visible pour les autres. Ah, your topic is ready, c'est super ça. Copy, all set. Alors, vous voyez, je reviens dans mon document de cours et
je peux mettre le lien ici. Donc, voilà. Et donc, les gens qui vont, mes étudiants, ils vont cliquer là-dessus. Et ils vont voir, moi qui leur explique. Bien sûr, ce serait en japonais si c'était une vraie classe, de première année en tout cas. Voilà, alors les étudiants, je voudrais que vous... Ok, ils ont compris ce qu'il fallait faire et maintenant ils vont répondre. Alors, il faut qu'ils soient logués avec un compte Google ou Microsoft, mais quand même, en général, je pense qu'ils ont un compte Google ou un compte Microsoft. Il faut qu'ils en aient un de toute façon. Et voilà, ils peuvent directement répondre. Donc, c'était quoi déjà? C'était est-ce que tu es français, est-ce que tu es japonais? Donc, ils regardent leur manuel et puis ils lisent tout simplement. Est-ce que tu es français? Oui, je suis français. Non, je ne suis pas français. Est-ce que tu es japonais? Oui, je suis japonais. Non, je ne suis pas japonais. Etc. Quand ils sont satisfaits, c'est bon comme ça. Mais j'ai cliqué trop vite. Dans l'écran d'avant, il y avait un bouton de refaire. Donc, ça pousse les étudiants à refaire autant de fois que nécessaire. Et comme c'est ludique, je pense qu'ils vont le refaire plusieurs fois hein, s'ils ne sont pas satisfaits. Un petit selfie. Et puis c'est bon, ils ont fait leur devoir. C'est sympa quand même, hein, c'est une manière sympa de faire un devoir. Et chaque fois, il y a des feux d'artifice. Magnifique. Et voilà, votre vidéo va être cachée jusqu'à ce qu'elle soit approuvée par votre éducateur. Voilà. Donc on a un autre outil qui marche super bien aussi, Flipgrid, ça marche très bien, je pense. Et pour les classes de langue, ça me paraît très positif. Vous pouvez leur demander d'enregistrer ce que vous voulez, vraiment. N'importe quoi. Lisez cette liste de phrases, lisez ce dialogue, lisez ce texte, ce que vous voulez. Ou bien, évidemment, vous pouvez aussi demander d'improviser quelque chose, hein, de dire quelque chose qu'ils créent eux-mêmes. Présentez-vous, discutez de ci ou de ça, mais là, c'est un niveau quand même assez élevé. Pour les premières années, deuxième année, des choses très simples, c'est tout à fait bien. Ça vous permet déjà d'avoir une interaction, malgré que ce soit un cours asynchrone quand même. Donc, de vérifier que les étudiants ont fait quelque chose, et puis eux, ils ont un parcours qui n'est pas de commencer une vidéo et puis de s'endormir au bout de 10 minutes, mais qui est plutôt de regarder une vidéo, de faire un truc, de regarder une autre vidéo, de faire un autre truc. Donc, et vous pouvez vérifier, c'est ça la beauté du truc, quoi. Avec les formulaires ou avec Flipgrid, le prof, il a des résultats qui sont là. Enfin, en tout cas, il peut déjà voir si les étudiants l'ont fait, quoi. Personnellement, si j'avais 150 étudiants ou 200 étudiants pour un cours magistral, je ne sais pas dans quelle mesure je m'embêterais à aller regarder ce qu'ils ont fait effectivement. Mais peut-être j'irai regarder s'ils l'ont fait ou pas. S'ils l'ont fait, peut-être je passerai super rapidement et puis je verrai si j'ai demandé une demi-page. Ok. Ah, il n'y a qu'une ligne. Il ne faut pas rigoler quand même. Donc là, cet étudiant-là, je lui mets C par exemple au lieu de lui mettre A. Et tac. Ok, ils l'ont tous fait, c'est bon. Et puis eux, ils ne l'ont pas fait. Il y en a 12 qui ne l'ont pas fait, bah, ils ont 0, tant pis pour eux. Mais ça, c'est si tu fais ça, si tu le mets en tant que formulaire. Parce que si tu mets en tant que formulaire, directement, tu peux le transformer en Excel et puis tu as le nom des personnes, ça sort tout de suite, c'est beaucoup plus facile, quoi. Mais en Flipgrid, c'est pour des classes peut-être moins nombreuses.
Tout à fait, ouais. Flipgrid, c'est pas pour des cours magistraux hein, en général, Oui, hein. C'est plutôt pour des oui. cours de langue, des cours de français. Et puis justement, ça introduit quand même un peu d'oral, de production orale, quoi. Mais sans la difficulté de comment est-ce qu'on enregistre et comment est-ce qu'on envoie au prof, etc. Parce que c'est hyper facile en fait. Et là, j'ai pas très bien vu quand tu as enregistré ta vidéo sur Flipgrid, tu spécifies la durée de chaque vidéo parce que selon Oui, les oui, étudiants, il y en a peut-être qui vont parler pendant 10 minutes, d'autres pendant 50 secondes. Tu dois leur dire ou tu dois, enfin, oui, 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 tout à fait. mettre dans le setting une Euh, durée. Il me semblait qu'il y avait quelque chose avec la durée. Effectivement. C'est- On peut choisir la durée. Euh, je vais partager mon écran à nouveau. Oui. Je ne vais pas créer un nouveau grid parce que ça veut dire un nouveau groupe. Et puis là, admettons qu'on soit dans le même groupe, quoi. Je vais créer un nouveau topic, un nouveau sujet. Ouais, c'est ici. 1 minute C'est ça, 30 secondes, ça va jusque 10 minutes. d'accord. 10 D'accord. minutes, c'est vraiment pas mal du tout, quoi. Ouais, 10 minutes, c'est trop long, hein. Ça dépend pourquoi, hein. Si on disait, allez, vous lisez ces 2 pages de texte de Ouais, Chateaubriand. Mais effectivement, pour des trucs comme, par exemple, la pratique orale mécanique de moi-je, là, c'est 1 minute 30, hein. oui, à 2 minutes, ça suffit 2 largement. minutes, Oui, ouais, quelque oui, chose comme ça, quoi. oui, d'accord. Et puis, si j'avais voulu, par exemple, donc je fais modération de la vidéo pour que tout le monde soit en Chine, quoi. Et upload de vidéo. Alors, j'aurais dû faire un petit screencast, en fait, pour dire mon instruction, là, de pratique Mhm. orale mécanique. Mais admettons que je l'ai fait et que ce soit celle-là. Ah, zut, alors, comment... Ah bah, il faut choisir. On peut pas mettre une adresse de YouTube, tiens, ça m'étonne. Ah. Mais c'est pas grave, en fait, parce que je vais vous montrer le... Tu peux, peut-être à droite, il y a un petit logo avec YouTube, add Ah vidéo. ouais, ah ouais, ça m'étonnait aussi. Où ça? Ah, c'était la page d'avant. C'était juste à droite de là où tu as cliqué. D'accord. Il y avait un petit nuage et à droite, Ok, on ok. voyait YouTube. D'accord. Alors, je vais recommencer. Bah voilà, exactement. En fait, c'est vraiment, je suis une personne du XXe siècle. Moi, je pense de manière trop compliquée et souvent les choses, elles sont de manière intuitive. Voilà. Et voilà. Donc, mon instruction pour cette activité précise, je l'ai mise comme ça et elle y est. Et maintenant, j'ai une adresse que je peux copier. All7. Je peux commenter comme ça. Voilà. Donc, c'est extrêmement, extrêmement rapide quand même. C'est bon? Est-ce que je peux te poser une question? Bien sûr, bien sûr. Quand tu donnes les cours en live avec Zoom, Mhm, une des forces de Zoom, c'est de pouvoir faire des groupes. Et mhm, ça, j'apprécie beaucoup. mhm. Mais par exemple, admettons que j'ai envie de les faire travailler sur un document en particulier.
comme par exemple ce que tu nous as montré là sur ton document Google Drive, les étudiants le partagent, mais une fois que quand je fais les groupes, est-ce que, par exemple, ils peuvent travailler en groupe sur ce document ou est-ce qu'il faut qu'ils les déchargent ailleurs? Je comprends pas très bien en fait. Donc, tu parles de l'activité dont on a parlé dans Oui, le la truc série je suis précédente français, d'atelier. tu es oui, oui. Quand Oui. tu montres le manuel de Moi je communication, Mhm. est-ce que en groupe ils peuvent regarder comme ils prendraient un manuel, tu vois, en groupe et ils parleraient? Est-ce que l'écran s'efface quand L'écran de... Je comprends pas les- vraiment la question, pardon. c'est-à-dire quand ils sont sur Zoom et que Mhm. tu les mets par exemple par groupe de 4 Mhm. pour qu'ils fassent un dialogue, Mhm. le Ah, Flipgrid, est-ce qu'il est, il est toujours visible pour eux ou est-ce que... je pense qu'il va falloir qu'ils alternent entre deux fenêtres, en fait. Ils peuvent avoir leur navigateur qui est ouvert, avec dedans, il y a un document Google, par exemple. Si on leur a demandé de faire l'activité de écrire un dialogue ensemble dans le document Google, bon, c'est dans leur navigateur. Ils ont un tab ouvert avec le document, ou bien ils ont un autre tab ouvert avec Flipgrid. Mais Flipgrid, ils n'en ont pas besoin à ce moment-là, je crois, parce que Flipgrid, c'est plutôt un truc à faire tout seul, je crois, ou après la classe, ou tout seul plutôt. Oui, Mais bon, enfin, bref, tout ce qu'ils ont sur leur navigateur en ligne, c'est dans leur navigateur. Et puis, ils ont une autre fenêtre qui est celle de Zoom. Donc, il faut qu'ils puissent jongler entre les deux. ah oui, c'est ça, oui. Non, parce que j'avais fait l'erreur en fait de mettre tout sur Zoom, j'ai fait partager l'écran, j'ai fait des groupes, Mhm. on travaillait sur des documents et puis j'ai fait des groupes et puis après évidemment ils n'avaient plus le document puisque ils étaient sur le mode partage d'écran. Donc en fait il faut que je leur demande avant de Ah oui, créer les groupes mhm, d'ouvrir sur leur navigateur tout à fait. le document quoi. Oui. Tout à fait. Tout Ouais. à fait. Si on leur demande de travailler sur quelque chose, il faut leur montrer la ressource avant. Avant, oui. Donc, par Mhm. exemple, si c'est la ressource, c'est le flipbook, on leur demande de regarder ça de telle partie du manuel avec le flipbook. Je vous envoie l'adresse. Toc, Oui, regardez bien, c'est ça que je veux que vous consultiez pendant votre pratique oui, orale. Ou bien, on leur envoie le document Google collaboratif dans lequel on s'assure que tout le monde peut entrer dans le document. On s'assure que tout le monde a compris comment ça marche et tout. Puis après, on dit, OK, maintenant, je vais vous mettre en paire et on les met dans les salles de conférence. Mais oui. il va falloir qu'ils jonglent entre les deux. Donc, C'est ça, hein, oui. je pense que s'ils doivent utiliser un truc avec leur navigateur, ils peuvent garder l'audio de Zoom en même temps. D'accord, Mais d'accord. bon, évidemment, ils pourraient avoir les deux visuels aussi s'ils ont un écran comme Oui, moi, deux écrans oui, par exemple. oui. S'ils ont un ordinateur avec un écran extérieur, ou bien même sur un ordinateur normal, on peut mettre deux trucs en côte à côte. C'est Mhm, pas impossible. oui. Mais, Oui, moi aussi, j'ai les mêmes problèmes avec nos étudiants. mhm, Euh, elles utilisent souvent iPhone ou ouais, portable mm, pour mes leçons de Zoom. Et dans ce cas-là, c'est le même problème pour eux d'ouvrir deux fenêtres en même temps avec le petit iPhone ça c'est portable. sûr. Hein. Comment ça se De toute passe? façon, quand on n'a qu'un iPhone, c'est pas super. Hein. C'est pas super. C'est comme Non. si on regardait par un petit trou comme ça, au lieu d'ouvrir la fenêtre en grand. Quoi. Ah oui. Donc, Mais par contre, quelqu'un qui aurait un iPhone plus un ordinateur, il mhm. pourrait très bien faire le zoom sur son iPhone Mhm, et En travailler sur même son temps. ordinateur avec un mhm, vrai clavier. Et là, c'est des conditions de mhm. C'est travail beaucoup déjà. mieux. C'est beaucoup En mieux, même temps, oui. c'est sûr. Les deux, ça sera idéal. C'est sûr. Merci Alors, beaucoup. alors, on ne peut pas forcer les étudiants à acheter un ordinateur, mais d'un autre côté, honnêtement, être étudiant à l'université Mhm. et ne pas avoir d'ordinateur en 2020, franchement, c'est Mhm. choquant. Hein. C'est choquant. Mhm. C'est un instrument de travail, là, un ordinateur. On ne peut pas étudier sérieusement si on n'a pas d'ordinateur. Mhm.
je trouve ça un petit peu bizarre, cette situation, quoi. Je veux dire, moi, si C'est j'étais sûr, hein. étudiant, si j'étais parent d'un étudiant, je lui achète un ordinateur avant qu'il commence l'université, c'est évident. C'est sûr. Et il y a des Et en fait, ordinateurs pas chers, en plus. il y a des étudiants qui ont beaucoup de problèmes avec Wi-Fi, c'est-à-dire la connexion n'est pas bonne. Parfois, ils sont disparus parce que le problème, il revient et on n'entend pas. Et c'est aussi un grand problème pour eux. Ouais. Oui, mais c'est d'autres problèmes. Bah ouais, mais enfin, c'est pareil. Moi, je pense qu'il devrait se procurer une Wi-Fi qui marche, hein, parce que Oui, il faut. bon, ouais, c'est difficile de forcer les gens et c'est vrai qu'il y a des situations particulières et tout, quoi, mais il faut aussi savoir qu'il y a certains qui font semblant peut-être de perdre la connexion, hein, comme dans les films. Comme dans les films, il y a quelqu'un qui dit « Oh, attendez, j'entre dans un tunnel. » Comme ça. Parce que moi, Ils moi peuvent trembler pour faire comme ça, flou. carrément, Disparaître. Voilà. il y a des, moi, j'ai un collégien dans ma maison là qui suit des cours en ligne et je veux pas le dénoncer en public comme ça, mais des fois il y a YouTube qui est en train de jouer un truc et il y a son Meet qui est en même temps, quoi. Et il écoute les deux. Il a débranché son micro du Meet et il a son YouTube qui va, mais il entend le Meet. Donc si à ce moment-là il faut réagir, il peut switcher de fenêtre. Donc des fois les étudiants disent « Oh, Sensei, je vous entends plus. » Mais bon, peut-être que en fait. Oui, quand même. Oui. Merci beaucoup. De toute façon, on peut pas tout contrôler. Ouais. Au bout d'un moment, il n'y a qu'une solution de toute façon pour garder les étudiants, mais c'est comme dans les classes véritables. Si on donne des cours ennuyeux et qu'on lit un truc pendant 1h30, tout le monde s'endort, n'est-ce pas, dans les vraies classes. Et c'est difficile de faire quoi que ce soit, à part aller les secouer par les épaules un par un, quoi. Donc, la seule stratégie véritable, c'est de donner des cours un peu vivants. C'est sûr. Merci beaucoup. Rien, mais ça ne doit pas être facile, hein. Moi, je sais que ça ne doit pas être facile. Et personnellement, j'aimerais pas. Donc, je donne plus de cours, moi, personnellement, maintenant. Là. Ah. J'aimerais pas être à notre place. J'aimerais pas être à votre place. Merci. Et puis, ça m'est arrivé pendant un atelier de ne pas avoir de réaction parce que tous les micros étaient coupés et pas mal de vidéos étaient coupées. Je me suis rendu compte à quel point c'était très perturbant pour le prof, en fait. De parler, on a l'habitude d'avoir un feedback visuel quand même, hein, quand on parle. Comme là, maintenant, je vois que vous écoutez, et vous hochez un peu la tête, ou il y a des petits commentaires, un peu de son. Et j'imagine donner des cours avec tous des écrans noirs et aucun son, ça doit être horrible. Mais pour moi, il y a beaucoup de points positifs. J'utilise le Zoom depuis avril. C'est maintenant 4e, 5e, 6e leçon cette semaine. Et que d'abord, on peut les forcer à parler. Oui. Parce que dans la classe, ils sont dispersés n'importe où, près de fenêtres, très loin, on n'entend pas. Mais avec écran, ils sont obligés de parler avec le micro. Et donc, c'est vraiment une bonne occasion de les faire parler. Ouais. Et en plus, le nom est affiché, c'est ça qui est bien. Oui, aussi. Parce que souvent, dans une classe, on n'ose pas. Enfin, moi, ça me gêne toujours de pointer les gens sans dire leur nom, et surtout si je ne me souviens pas de leur nom. Mais là, comme le nom apparaît, je peux dire Mademoiselle Yamada, répondez, et ils ne peuvent pas dire non, je ne réponds pas, quoi. Donc ça, c'est un avantage. Ouais. Et aussi, j'ai vraiment une grande chance, une Française, une autre enseignante de l'université Vienne. Elle vient pour nous aider, donc on travaille ensemble dans la même classe avec une Française.
Et ce serait vraiment une bonne occasion pour les étudiantes Ah oui, tout à fait. travailler ensemble. C'est le deuxième point. Et troisième point, c'est que oui, j'ai oublié. Mais en tout cas, pour moi, il y a beaucoup de points positifs parce que normalement, les étudiants japonais n'osent pas parler en français en public. Et avec des travaux en groupe, on change toujours le partenaire. Et les jeunes filles, elles ne veulent pas changer le partenaire. Normalement, elle est assise à côté d'une amie et elle ne change jamais de partenaire. Mais avec ce système, même dans le même une classe, le premier travail et la deuxième, on peut changer le partenaire. Donc, et pour elle, c'est les jeunes filles. Pour elle, c'est vraiment une occasion de se connaître. Et elles sont à la maison pour le moment, elles ne sortent pas, elles n'ont pas d'amis parce que l'université est fermée depuis l'avril. Et c'est vraiment une bonne occasion pour elles de se connaître les uns aux autres, même avec les étudiants de 3e, 4e année qui participent. Je prends le temps de discuter entre eux après le travail en groupe. Vous aurez 15 minutes à discuter même en japonais. À la fin du cours. Mais je termine le cours, on a 15 minutes, vous travaillez pendant 5-10 minutes et après vous pouvez discuter entre vous. C'est bien. Oui, c'est vraiment bien. Et comme ça, il y a des liens entre elles. Et en automne, je crois qu'on peut vraiment commencer la classe avec des étudiantes qui se connaissent bien. C'est bien, c'est super ça. C'est super ce que vous dites parce que oui, c'est vraiment bien. Tout le monde se concentre sur les côtés académiques, il faut faire des choses, il faut faire étudier et tout. C'est vrai que c'est hyper important d'avoir le côté humain, quoi. Donc, si vous leur donnez l'autorisation officielle de discuter entre elles pour le plaisir, oui, ce serait vraiment bien. C'est super. Oui. Et des enseignants françaises, il y a la demande parce qu'elle ne connaît pas bien le système Zoom. Et c'est pourquoi elle veut participer à mes cours pour s'habituer. Et voilà, donc, et elles ont des avantages. Voilà, donc je fais comme ça. Ouais, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est complètement impossible quand on fait des classes normales. Enfin, c'est impossible. Oui, inviter une autre professeure française. C'est rare que quelqu'un se déplace. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des visiteurs dans mes classes, mais pour que quelqu'un prenne la décision de passer une journée, une demi-journée ou une journée complète en fait, pour aller voir une classe, c'est vraiment que la personne elle est en demande très forte. Mais avec Zoom, c'est vrai que c'est une heure en fait. On n'a pas besoin de... Oui, elle peut venir même une demi-heure avant. Ah, oui, le moitié ensemble et on travaille après le grammaire ensemble, le moitié. Elle peut venir 15 minutes, 20 minutes pour parler avec nos étudiantes. Donc voilà. Pour moi, ce système est vraiment positif. Et c'est grâce à vous, Monsieur Venu, et votre manuel et tous les enseignements que vous nous avez fait jusqu'à maintenant. Voilà, donc, merci beaucoup. Bah, de rien, de rien. Pour la session aussi. J'ai une petite chose à ajouter d'ailleurs par rapport à ce que vous avez dit, c'est que enfin là on parle d'enseignement en direct et puis on a aussi, vous avez évoqué les situations normales quand on reviendra dans des vraies salles de classe, quoi. Moi personnellement, par rapport à cette question des étudiants qui vont s'asseoir de manière très dispersée ou bien à côté de la même personne, j'ai une solution qui est la carte de placement. Et je vais pas vous expliquer ça maintenant parce que c'est pas le bon moment, mais je vais vous montrer que sur le site d'Alma, il y a des vidéos en fait que j'ai faites pendant ma dernière année d'enseignement à l'université de Kobe. La carte de placement.
c'est sur YouTube, mais ça parle de cette question-là. En fait, oh là là, votre connexion Internet est instable. J'espère que ça marche pour vous, là, qu'on n'est pas coupé. Ça me permet de leur faire... il y a toute une série de vidéos, donc je vous le dis simplement. D'ailleurs, je vais vous envoyer le lien tout de suite. Hop. Allez, j'arrête là-dessus parce que je ne veux pas me disperser trop. Voilà. Bon, espérons qu'on revienne bientôt en présentiel. Je jette un petit coup d'œil à mon handout pour voir si je n'ai pas oublié de vous dire quelque chose que j'avais prévu de vous dire. Ouais, donc là, si ça c'est un document de classe, hein, bah, vous pouvez mettre des liens. Et puis, je pense que évidemment, il faudrait le rendre plus explicite que ça. Hein. Ça, c'est un premier brouillon. Vous pourriez mettre une deuxième vidéo, une deuxième tâche. Alors, par exemple, si vous utilisez Moi Je ou bien Actively Manabu Shansugo Bumpo, vous pourriez utiliser un des formulaires qu'on est en train qu'on a fini en fait. Pour Moi Je, on a tout fini. Et vous choisissez, je vais enlever ça parce que voilà. Vous choisissez le point que vous demandez aux étudiants de traiter. Par exemple, si vous avez traité le point 2 aujourd'hui, vous pouvez supprimer toutes les questions du point 1 ou vice-versa. Et là, vous avez à nouveau une tâche qui peut être réalisée par les étudiants et puis qui peut, dont vous allez recevoir en fait les résultats. On a utilisé la même stratégie pour les exercices d'écoute, c'est-à-dire de mettre une vidéo YouTube que j'ai faite avec Screencast-O-Matic en fait. Et ça m'a pris vraiment très peu de temps parce que j'avais déjà les enregistrements. Est-ce que tu travailles? Oui, je donne des cours particuliers. Donc, voilà. Et puis les étudiants répondent ici. Et puis ils ont même une note à la fin. Ah oui, dans le formulaire, vous pourriez éventuellement rajouter quelque chose. C'est une section pour demander à vos étudiants s'ils n'ont pas une question ou un commentaire dans le cadre de l'enseignement asynchrone. Hein. Parce que comme il n'y a pas de lien direct entre étudiants et enseignants, il n'y a pas d'espace d'interaction véritable, quoi. Donc, il suffit d'ajouter une question. Comme ça, vous choisissez paragraphe comme ça, et puis vous leur demandez s'ils ont des questions. Voilà. Ou un commentaire. C'est quelque chose que vous pouvez faire éventuellement. Si vous n'avez pas de formulaire comme ça, ou si vous n'avez pas le temps de créer des formulaires, parce que ça prend du temps quand même de faire ça, c'est pour ça qu'on est en train de préparer pour les utilisateurs de Moi Je. Ça prend quand même du temps. Il y a éventuellement une chose que vous pourriez faire pour faire utiliser les manuels physiques, les manuels imprimés. C'est de demander aux étudiants de répondre aux activités dans leur manuel, de prendre une photo et puis de vous l'envoyer en choisissant cette fonction ici, importer un fichier. Et du coup, les étudiants pourront vous envoyer quelque chose.
vous envoyez une photo, quoi, simplement. Alors, c'est pas optimal, parce que ça vous demandera plus de temps pour passer en revue ces choses-là. Mais d'un autre côté, ça permet quand même de faire ça facilement. Et ça permet d'imposer aux étudiants une activité qui est réalisable. Vous leur dites, je voudrais que vous fassiez l'exercice 2, page 24, et l'exercice 3 aussi. Prenez une photo et vous l'envoyez ici. La seule contrainte, c'est qu'il faudra que, pour qu'ils puissent vous envoyer des pièces attachées, des fichiers, comme des photos, des documents Word, n'importe quel type de fichier en fait, il faudra qu'ils soient logués avec leur compte Google. C'est la seule contrainte. Mais ça marche quand même très bien. Voilà, voilà. Donc une petite suggestion. Et puis, pour aller plus loin, bah, vous pourriez... Allez, je vous montre 2 ressources encore. Pour moi, vous avez des listes Quizlet qui sont là. Donc, des flashcards, on peut les utiliser sous différentes formes, en fait, avec différents formats d'activités. J'ai mon Internet qui ne marche pas très bien, là. C'est fatigant. Ouais. Donc, il y a différentes activités qui sont possibles à partir de ces listes. Alors, il faut se méfier un peu de ça, parce que quand il y a plusieurs possibilités, a priori, les étudiants vont se perdre. Ils ne vont pas voir ce que vous vouliez qu'ils fassent. Donc, la solution, à nouveau, c'est de faire un petit screencast pour leur dire, ben voilà comment vous pouvez utiliser cette liste. Je vous conseille d'utiliser la fonction learn et puis la fonction test, par exemple, et vous le montrez avec un petit screencast de 1 minute. Hein. Ils ont compris ce qu'il faut faire, et puis là, c'est bon. Et donc, cette liste Quizlet, là, elle a une adresse aussi. Donc, vous pouvez mettre cette adresse dans votre document de classe. Appliquer. Voilà. Et puis enfin, vous avez les slideshows de Drill Café, qui était une app qu'on a réalisée donc, il y a quelques années, et puis qu'on a retiré en fait, finalement de la circulation. Ça se trouve sur le site monavenir.jp. Drill Café, et vous avez toute une série de slideshows qui sont pas mal du tout, je pense. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai montré la leçon 4 de Moi Je. Et ben, il y a un slideshow qui parle de ça et qui est pas mal aussi, qui permet de réviser d'une manière différente parce qu'il y a des petites explications comme ça. Il n'y a pas de son. Mais par contre, il y a des séries de phrases en fait. Voilà, c'est un verbe. Un autre exemple. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez donner en complément de n'importe quel type de leçon, en fait, hein, même une leçon de grammaire. Parce que justement, vous voyez, ça, c'est un point de grammaire. Hein, Bubun kanchi, futei kanchi, tei kanchi, tansu, fukusu. Quand on a fait cette leçon même dans un cours de grammaire, on peut leur donner éventuellement ça et ça leur donne un peu. Il y a des séries de phrases comme ça et mine de rien, simplement regarder, ça donne un peu un sens de ces patterns. Comme ça.
Donc ça, c'est encore une fois, il y a une adresse ici. Et si vous voulez donner ça à vos étudiants, bah, vous pouvez le mettre dans votre document de classe. Si c'est un document Google comme ça, voilà. Si votre document de classe était vous avez choisi finalement de tout mettre sous la forme d'un formulaire, vous pourriez insérer ça dans le formulaire sous la forme d'un titre. Par exemple, vous mettez votre adresse ici, et puis là, vous mettez un titre. Et le café. Je pense que c'est le meilleur format. Ouais, c'est ça. Avec une petite instruction. Une petite description, une petite instruction, et puis voilà. Finalement, les étudiants, ils ont tout. Je l'enlève. Je me permets de rappeler, je pense que vous êtes déjà au courant, mais si vous utilisez Moi-Je et que vous êtes intéressé par les formulaires comme ça que nous sommes en train de créer, il ne faudra pas faire ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que là, je suis dans le formulaire de base. Il faudra toujours, avant de faire des modifications, faire votre propre copie. Hein. Créer une copie, le copier dans votre propre drive, et après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et donc, moi, je vous conseille de faire une première copie avec votre formulaire original, une espèce de template. Et puis ensuite, à partir de ce template-là, de faire des copies différentes pour chaque classe. Voilà. Bon. Donc, utilisez Dream Café si ça vous dit. Vous pouvez aussi utiliser les listes de vocabulaire de Quizlet de Moi-Je. Enfin, elles sont prévues pour Moi-Je, donc elles sont bien adaptées à chaque leçon. Éventuellement, si vous faites des classes de français, créer une liste de Quizlet, c'est très facile, ça va très vite et c'est aussi une ressource qui peut être donnée dans un cours asynchrone ou bien dans un cours synchrone comme complément, comme outil de révision par exemple. Ça se fait très 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 vite et je ne résiste pas à l'envie de vous montrer quand même là où il y a une vidéo qui vous explique tout ça. C'est pareil, c'est sur le site d'Alma, sur cette page ici. C'est la technique numéro 8. Il y a une magnifique vidéo de 3 minutes qui vous montre comment ça marche et qui vous montre que c'est tellement facile de faire que moi, personnellement, quand je donnais des cours de 2e année, j'écrivais des phrases au tableau, en fait, pendant le cours. Et puis, j'avais toujours des petites activités. Hein, donc, allez-y, faites ça. Les étudiants, ils font des choses par paire ou des activités tout seul ou par paire pendant 2, 3 minutes, 5 minutes. Et pendant ce temps-là, pendant la classe, moi, je tapais les phrases que j'avais écrites au tableau. Et puis, je tapais le japonais aussi. En général, vers la fin du cours, je chopais un étudiant et je lui demandais de vérifier mon japonais. Et puis, je mettais en ligne ma liste Quizlet à la fin du cours. Et c'est pour vous montrer à quel point c'est facile de faire ces listes-là. Donc, si vous avez une classe de n'importe quoi, en fait, hein, de lecture, d'écriture, de je ne sais pas quoi, et que vous avez un corpus, ne serait-ce que 5 phrases, par exemple, 5 phrases intéressantes qui sont des bons modèles, qui sont bien à étudier, à réviser, etc. Vous mettez le français, le japonais, français-japonais, pouf, et votre liste, elle existe. Et elle peut être utilisée sous différentes formes, en fait, de flashcards, des petits jeux, etc., etc. Mais les flashcards, c'est quand même la fonction de base, la fonction la plus évidente. Tiens, je me demandais, est-ce que tu sais si il y a d'autres professeurs qui font les enquêtes de Moi-Je via Zoom et comment ça se passe? Parce que la dernière fois, tu nous avais présenté comment faire le dialogue, mais je me demandais si les enquêtes aussi, c'était réalisable sur Zoom. Bruno Jacta le fait déjà, oui. Alors, il y a sûrement des profs qui le font.
l'enquête, c'est quelque chose qui peut se faire facilement, en fait, quand on a des salles de conférence avec Zoom. Alors, il faut bien montrer effectivement le formulaire d'enquête d'abord, pour s'assurer que tous les étudiants sachent de quoi on parle, comment ça fonctionne, etc. quoi. Ensuite, s'ils ont leur manuel avec eux, le manuel physique, ils peuvent écrire dans le livret, en fait, ils peuvent écrire comme d'habitude, quoi. On leur dit, OK, vous allez faire le premier round de l'enquête, je vous mets en paire. en salle de conférence, en paire, oui. Ils le font. C'est vrai qu'il faut changer plusieurs fois quand même. Il faut les mettre dans plusieurs... Et après, donc ils ont pris des petites notes dans leur livret. Une deuxième étape pour taper ces réponses, ça c'est pas mal aussi. Il y a différentes manières d'imaginer comment faire ça, quoi. Bruno, il avait il a une procédure avec un document Google, mais c'est pas facile à expliquer en fait, donc c'est pas forcément facile à reproduire. Une version simplifiée que je pourrais vous suggérer là tout de suite, ce serait d'avoir un formulaire Google et de dire à la fin du cours, OK, maintenant vous allez faire ça. Je vous laisse par exemple 20 minutes du temps de classe pour remplir ce formulaire. Alors je vous ai déjà demandé de faire pendant la classe cette petite activité dans votre manuel, cette autre petite activité dans votre manuel à la main, quoi. Et vous allez reporter ces réponses dans le formulaire et vous allez me l'envoyer. Et puis, si l'enquête a été faite pendant le cours en présentiel, donc avec Zoom, on pourrait imaginer des questions dans le formulaire. Et l'objet, c'est de rapporter ce qui a été dit pendant l'enquête à la troisième personne. Par exemple, on dit la question 1, c'est où est-ce que tu habites, la question 2, c'est comment est-ce que tu viens ici, par exemple. Et donc, dans le formulaire, ils écrivent, il faut qu'ils écrivent le nom de leur partenaire. Donc là, c'est un peu délicat. Ils peuvent écrire en japonais, par exemple, pourquoi pas. Je ne sais pas, Makoto Kunto, enquête Shimashita, pourquoi pas. Ou bien éventuellement, on peut leur dire, on peut leur donner le modèle. J'ai parlé avec, c'est pas sorcier, c'est pas si difficile. J'ai parlé avec Makoto. Et puis ensuite, on écrit une transcription, comment dire, on rapporte ce que la personne a dit dans l'enquête. Donc, il habite près de l'université. Il vient à l'université à pied ou en vélo, ce genre de choses. Mais oui, effectivement, si on a la possibilité de faire des cours en direct et qu'on a la possibilité de faire travailler les étudiants par pair, l'enquête, c'est une très bonne activité, quoi. Vraiment, ils adorent ça, les étudiants. En fait, c'est une petite communication, mine de rien, quoi, en français, mais en même temps, c'est guidé, donc c'est rassurant. Ça donne un sentiment de satisfaction, je pense. L'enquête et l'écriture de dialogue par pair, c'est les deux activités les plus motivantes, j'ai l'impression, de ce manuel. Merci. D'autres questions ou commentaires? Ça fait déjà pas mal de choses, hein, je pense. Bon. 15h40. Le temps passe vite pour moi parce que je parle. Quand on parle, ça passe vite, hein, le temps. Mais bon, on va peut-être s'arrêter là. Eh ben, bon courage pour vos cours en asynchrone, hein. On espère que ça va revenir, les choses vont revenir à la normale, mais ce ne sera pas avant le deuxième semestre probablement. Dans vos universités, c'est déjà décidé que tout le premier semestre sera en ligne? Oui. Oui. Ouais.
100%, c'est décidé, ça. Voilà. C'est décidé. Ouais. Sur 11 semaines. Sur 11 semaines. Oui, pour l'Itsumekan, il y a eu un problème informatique avec Manabaer. Ouais. Et donc, tous les cours ont été retardés d'1 mois. Mhm. On a juste démarré en mai. Donc, finalement, il n'y aura qu'un semestre de 11 semaines. Pour le premier semestre. Voilà, pour le premier semestre. D'accord. Et le deuxième semestre, si les choses reviennent à la normale, ce sera un semestre normal, quoi. Oui. D'accord. Hmm. Bien. Ok. Allez, à bientôt. Bon courage à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.